Je m'appelle Carter. J'ai 32 ans, et pendant des décennies, j'ai été la pièce de rechange invisible dans la machine parfaite de ma famille. Ils étaient prêts à sacrifier ma dignité juste pour polir l'ego de mon frère. Mais avant de vous raconter la nuit où j'ai effacé ces sourires satisfaits de leur visage devant 200 membres de l'élite de la haute société, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Il est bon de savoir que je ne suis pas seul dans ce combat. L'air à l'intérieur de la salle de bal du Ritz-Carlton sentait la vieille fortune et le désespoir. Récent. C'était un mélange étouffant de lys coûteux, de côtes de bœuf et de ce genre de parfum lourd et entêtant qui vous reste dans la gorge longtemps. Après que la personne s'était éloignée, je me tenais dans le coin arrière. Coincé entre un ficus en pot et la porte battante de l'entrée de service, c'était le seul endroit où j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'ai tiré sur le col de mon costume. C'était du prêt-à-porter, un mélange gris anthracique qui ressemblait à du papier de verre comparé au smoking en soie italienne sur mesure qui tourbillonnait autour de moi, chaque fois qu'un serveur passait en hâte avec un plateau de champagne. Je devais rentrer le ventre pour éviter d'être percuté, non pas qu'il se serait excusé. Pour le personnel, j'étais juste un meuble de plus, pour les invités. J'étais une tâche dans le décor. Mais à malaise, j'avais l'habitude d'être le fantôme, au centre de la pièce, baignant dans la lueur dorée et chaleureuse des lustres en cristal. Se trouvait mon frère, Alex. Il avait l'air d'avoir été fabriqué dans un laboratoire conçu pour produire le gendre parfait. 1m88, des dents assez blanches pour vous aveugler et un rire qui sonnait riche. Il avait la main posée de manière possessive sur la taille de sa fiancée. Chloé était un chef-d'œuvre d'angle vif et d'ambition. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture et son sourire était fixe, radieux et complètement vide. Ils étaient le couple en or, le prince et la princesse du cercle d'élite de notre ville. Je regardais mes parents, Richard et Lineux, tourner autour d'eux. Ma mère vibrait pratiquement d'excitation, sa main serrant un verre de vin blanc un peu trop fort. Elle riait à tout ce qu'Alex disait, la tête renversée, ses yeux balayant la pièce pour s'assurer que les bonnes personnes regardaient. Mon père agrippait les épaules des juges locaux et des directeurs de banque, désignant Alex du doigt, récitant probablement le 0 0 100 qu'il perfectionnait depuis des années. Mon fils, le magnat de l'immobilier. Mon fils, l'exemple de réussite. Il ne m'a jamais désigné du doigt. Excusez-moi, traîna une voix. Je me suis écarté alors que mon oncle Mike me dépassait, tenant en équilibre une assiette remplie de cocktails de crevettes. Il s'est arrêté, me dévisageant de haut en bas avec un mélange familier de pitié et de dégoût. « Carter, dit-il, mâchant la bouche légèrement ouverte, je ne pensais pas que tu viendrais. Je pensais que tu serais trop occupé avec ton... C'est quoi ton... métier déjà, réparer des ordinateurs portables ?» J'ai senti un muscle de ma mâchoire tressaillir. « Je suis architecte de données. Oncle Mike, je conçois des systèmes d'IA. »« C'est ça, c'est ça. » Il a agité une queue de crevette vers moi d'un air dédaigneux. « L'informatique, eh bien, essaie de te mêler aux gens. Gamin, ne reste pas planté là comme un agent de sécurité. Ça donne une mauvaise image d'Alex. » 7. Sa grande soirée. Il attend un héritage massif s'il se marie dans la famille de Chloé. Tu sais, nous avons tous besoin que ça se passe bien. Nous avons tous besoin de ça. C'était la devise de la famille. Nous avons tous besoin qu'Alex réussisse. Nous avons tous besoin de soutenir Alex. Nous avons tous besoin de nous sacrifier pour Alex. J'essaierai de ne pas lui faire honte. Et je dis d'une voix monocorde. Mike m'a tapoté le bras avec une main moite. Brave petit. Demande peut-être des conseils à ton frère plus tard sur la façon de parler aux gens. Ça t'aidera peut-être à trouver un vrai travail. Il s'était éloigné en ondinant. Je me suis retourné vers la salle, serrant mon verre d'eau tiède jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Ce n'étaient plus les insultes qui faisaient mal. C'était leur nature désinvolte. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils me blessaient. Pour eux, j'étais juste de l'argile malléable destinée à être façonnée ou jetée selon leur bon vouloir. Soudain, les lumières de la salle ont baissé. Un silence s'était abattu sur la foule, se propageant depuis la scène comme une vague. Un projecteur unique a percé l'obscurité, se posant sur Alex et Chloé. Les applaudissements furent instantanés et tonitruants. Alex 7. Approché du micro. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air de posséder le monde. « Merci, dit Alex, sa voix fluide, pratiquée, suintant d'une fausse humilité. Merci à tous d'être venus. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de Chloé et de moi, il s'agit de la famille, il s'agit des personnes qui nous tirent vers le haut. » Ma mère s'est tamponnée les yeux avec une serviette. Mon père a bombé le torse, et en parlant de tirer les gens vers le haut, a continué Alex, une lueur malicieuse dans les yeux. « Je veux inviter quelqu'un de spécial ici, quelqu'un qui a toujours été les biens. Disons qu'il a toujours été dans mon ombre, mais il est essentiel à sa manière. » Mon cœur a sombré. Je connaissais ce temps.
Mon petit frère Carter, où te caches-tu? Viens ici. Mon pote, le projecteur a balayé sauvagement la pièce, cherchant. J'ai essayé de me fondre dans le mur. Mais il m'a trouvé. La lumière était aveuglante. J'ai cligné des yeux, me protégeant le visage. Me sentant exposé comme un insecte sous un microscope. Le voilà. Alex a ri. Regardez-le. Il est probablement en train de calculer la probabilité de s'échapper en ce moment. Monte ici. Carter. La foule a gloussé. C'était un son bas et poli. Mais cela résonnait comme un rugissement à mes oreilles. J'avais deux choix, rester sur place et provoquer une scène, ou monter là-haut et jouer le rôle. J'ai commencé à marcher. Ce fut la plus longue marche de ma vie. Chaque pas me semblait lourd. Comme si je marchais dans la boue. J'entendais les murmures au passage des tables. C'est le frère. Il ne ressemble pas du tout à Alex. J'ai entendu dire qu'il demandait encore de l'argent pour son loyer à ses parents. Je suis monté sur scène. La chaleur des projecteurs était intense. Alex a passé un bras autour de mes épaules. C'était lourd et tout fin. Il sentait le scocouteux et l'arrogance. « Mesdames et messieurs » a annoncé Alex, me serrant l'épaule assez fort pour me faire un bleu. « Voici Carter. Vous savez, les gens me demandent comment je reste si motivé. Comment je conclus des affaires de plusieurs millions. Et je leur réponds, je regarde mon frère. Parce qu'il faut bien que quelqu'un subvienne aux besoins de la famille, non ?» La salle a éclaté de rire. Mon père applaudissait. Ma mère rayonnait. Il riait de moi leur autre fils, Carter est un génie dans son propre monde, a continué Alex, remuant le couteau dans la plaie. Il vit dans un appartement sombre, parle à des machines plus qu'à des gens. Mais bon, si quelqu'un a besoin de faire réparer son imprimante ce soir, vous savez à qui demander. Nouveau rire. Claude souriait d'un air narquois, sirotant son champagne. Appréciant le spectacle. J'étais le bouffon du roi, j'étais l'accessoire utilisé pour rendre le prince encore plus éclatant. Alex s'est penché, sa voix baissant pour que moi seul puisse l'entendre, sourit. « Carter, me sois pas si pathétique, tu gâches l'ambiance. » J'ai regardé l'auditoire, de son visage, déformé par la lumière, riant, jugeant. Puis j'ai regardé au premier rang. Assis là, le visage de marbre, se trouvait un homme que j'ai reconnu, Stelina Harrison. Le PDG du conglomérat qui possédait le cabinet de Claude. Il ne riait pas. Il m'observait. Ses yeux étaient vifs, intelligents, dans l'attente. J'ai senti quelque chose s'enclencher dans ma poitrine. C'était le son d'une mèche qui finissait de brûler pour atteindre le baril de poudre. J'ai plongé la main dans ma poche. Mes doigts se sont refermés sur le plastique froid et dur de la télécommande de présentation. « Merci, Alex », ai-je dit. Je me suis dégagé de son bras. Je me suis approché du micro. Alex avait l'air confus. « Carter, on a fini. Tu peux retourner t'asseoir. » Je l'ai ignoré. J'ai empoigné le pied du micro. Mes mains tremblaient. Mais ma voix était ferme. On fait un jeudi et le Larsen a sifflé légèrement, faisant taire la salle. J'ai quelques mots à dire, les rires se sont éteints. Un silence gênant a envahi l'air. Ma mère s'était à moitié levée de son siège, les yeux écarquillés par un avertissement. Mon père a fait un geste de coupe en travers de sa gorge. Je sais que je suis généralement le silencieux de la famille et je dis, regardant mes parents droit dans les yeux, celui qui vous inquiète, celui avec son petit passe-temps mignon. Mais ce soir, je veux vous raconter une histoire sur la valeur, et sur le vol. J'ai appuyé sur le bouton dans ma poche, l'énorme écran LED derrière nous, qui affichait un diaporama des vacances d'Alex et Claude à Aspen et à Paris. A vacillé, l'image s'est dissoute. L'écran est devenu noir. Cette histoire, et je dis, commence il y a 3 semaines, à une table de dîner exactement comme celle-ci. Il y a 3 semaines. La nuit où l'illusion de la famille s'est finalement brisée pour de bon. C'était un mardi. Ma mère nous avait convoqués au Le Bernardin, l'un des restaurants de fruits de mer les plus chers de la ville. L'occasion était d'introduire officiellement Claude dans le cercle restreint. Je suis arrivé avec 5 minutes de retard. J'avais été au milieu d'une percée avec l'architecture de mon réseau de neurones, perdant la notion du temps. Quand je suis entré, essoufflé et confus, la table était déjà dressée. Ils n'avaient pas attendu. Ils avaient déjà commandé les entrées. « C'est gentil de te joindre à nous, Carter », dit mon père. « Richard ». Il n'a pas levé les yeux de son menu. Son ton était désinvolte, indifférent. Comme s'il s'adressait à un serveur qui avait apporté la mauvaise bouteille d'eau. On a commandé les calamars. Essaie de ne pas te gaver de pas. C'est moi qui régale. Mais restons raisonnables. Je me suis glissé sur le siège en face d'Alex et Claude. Claude était superbe. Je dois l'admettre, mais de près, sa beauté était comme un diamant dur, froide et capable de couper le verre. Elle m'a toisé, ses yeux s'attardant une fraction de seconde sur ma montre éraflée, avant de m'ignorer totalement. Alors, dit Claude après que le sommelier eut versé le vin. Sautant mon verre parce que mon père l'avait écarté d'un grognement, il se contentera de l'eau du robinet. Alex me dit que tu es dans la tech.
L'informatique, je suis data scientist. Et je corrigeais doucement en dépliant ma serviette. Je me spécialise dans les modèles d'IA. Prédictifs pour les marchés financiers. Chloé a penché la tête. Un sourire moqueur et sympathique sur les lèvres. Elle a tapoté un ongle parfaitement manucuré contre son verre. Oh, c'était adorable. Comme des jeux vidéo. J'ai senti une bouffée de chaleur monter dans mon cou. Non, mon entreprise, Aurelia Analytique, conçoit des algorithmes qui traitent les tendances du marché pour prédire la volatilité. Elle a ri. C'était un petit son cristallin, comme de la glace frappant du cristal. Tu as une entreprise? C'est trop chou. Tu as ta propre petite boîte de tableur. C'est tellement mignon d'avoir un Robbie qui paie les factures. La table est restée silencieuse pendant un battement de cœur. J'ai attendu que mon frère la corrige. J'ai attendu que mes parents défendent ma carrière, la carrière que j'avais passé 10 ans à bâtir. Le doctorat que j'avais obtenu. Au lieu de cela, Alex a ricané. Robbie est un mot généreux, chérie. Sourit Alex en faisant tourner son cabernet. Il passe toute la journée dans une pièce sombre avec des lumières clignotantes. Je n'arrête pas de lui dire de se lancer dans la vente. C'est là que se trouve le vrai monde. Mon père a ri en secouant la tête. Ton frère construit des choses, Carter. Il traite avec des gens qui ont de vrais actifs. Toi, tu t'assois dans une pièce sombre et tu tapes. On veut juste que tu aies un avenir sûr. On s'inquiète pour ta stabilité. La stabilité? J'ai posé mon verre d'eau un peu trop fort. Je vous ai demandé un prêt d'il y a 6 mois 20 000 $ pour augmenter la capacité de nos serveurs afin que nous puissions nous lancer. Vous avez dit que la famille n'avait pas de liquidité. Vous avez dit que nous n'avions pas d'argent. La table s'est figée. Ma mère a eu l'air scandalisée que je parle d'argent en public. Le visage de mon père a pris une teinte rouge brique. Ce n'était pas le cas, a-t-il aboyé. Les actifs étaient bloqués sur le marché. 2 semaines plus tard, ai-je dit, regardant Alex droit dans les yeux. Vous lui avez acheté une Porsche. Alex s'est adossé, un sourire arrogant s'étalant sur son visage. Une Porsche 911 GT3, en fait. Orange lave, c'est une beauté. Carter 0 à 100 en 3 secondes. Tu devrais demander à papa de t'emmener faire un tour un jour. Peut-être si tu proposes de la laver pour moi. C'était un investissement, est intervenue ma mère rapidement, la voix stridente. Alex a besoin de projeter la réussite pour attirer des clients fortunés. L'apparence est tout. Dans l'immobilier, tu n'as pas besoin d'une Porsche pour t'asseoir devant un écran d'ordinateur. Carter, sois raisonnable. J'avais besoin de 20 briques pour assurer mon avenir et je dis, ma voix tremblant légèrement. Vous avez dépensé 208 briques pour un jouet pour lui. Vous avez pioché dans le fond d'études qui était censé être pour nous deux, n'est-ce pas? Ce fonds était à notre discrétion. Mon père a frappé la table du poing, faisant teinter les couverts. Et nous avons utilisé notre discrétion. Alex est une valeur sûre. Toi, tu es un pari que nous ne pouvions pas nous permettre. Un pari, c'était ce que j'étais pour eux. Un mauvais pari. Arrête d'être jaloux, Alex, a dit Alex, m'écartant d'un revers de main. C'est indigne. D'ailleurs, Chloé et moi avons une grande nouvelle. VCF, c'était un fonds de capital risque, Carter. Au cas où tu ne le saurais pas, est sur le point de conclure un accord pour racheter une start-up tech. Une fois que le bonus sera tombé, je pense acheter la maison au bord du lac. Papa, toi et maman pourriez y prendre votre retraite. Mes parents ont pratiquement fondu. La tension a disparu, remplacée par l'adoration. Ah, Alex, s'était exclamé ma mère en tendant la main pour serrer la sienne. Tu es un fils tellement bon, toujours à penser à nous. La maison au bord du lac, Richard. Imagine les étés. J'ai regardé mon assiette vide. J'étais le fils invisible, la dépense. L'erreur. Mais alors Chloé a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Elle parlait à Alex à voix basse. Supposant que j'étais trop stupide ou trop absorbé par mon apitoiement pour comprendre. Le rapport d'Audi sur cette acquisition est un désastre. Par contre, leur sécurité est blindée. On doit trouver un moyen de vérifier leur algorithme de base. Avant de signer la lettre d'intention, si on pouvait juste jeter un coup d'œil sous le capot, on pourrait probablement leur faire une offre au rabais. Ou mieux encore, le reproduire. C'est quoi le nom de la boîte? Demanda Alex, l'air ennuyé, vérifiant son reflet dans une cuillère. Un nom grec, dit-elle en faisant défiler son téléphone. Aurelia. Un truc comme ça. Le fondateur est une sorte de reclus. Mon cœur s'était arrêté. Aurelia, mon entreprise. Je suis resté parfaitement impassible. Je me suis forcé à prendre une gorgée d'eau. Même si ma gorge me semblait se nouer. Mes mains tremblaient sous la table, plus de colère maintenant, mais d'une soudaine et froide réalisation. Le cabinet de Claude ne se contentait pas de s'intéresser à ma boîte. Ils essayaient de la voler. Ils prévoyaient de rétroconcevoir le travail de ma vie pour éviter de le payer. Et ils n'avaient aucune idée que le petit gars des tableurs assis en face d'eux était le PDG.
Qu'il ciblait. Ça a l'air intéressant, et je réussis à dire, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Acheter une entreprise sans voir le code, risqué. On dirait que vous avez besoin d'un bon avocat. Chloé a levé les yeux au ciel. S'il te plaît, Carter. Laisse les affaires aux adultes. Retourne à tes jeux vidéo. Ce soir-là, alors que je regardais Alex faire vrombir le moteur de sa nouvelle Porsche. Les feux arrière brûlant comme des yeux de démon dans le noir, quelque chose en moi a basculé. La tristesse s'est évaporée. Le désir de leur approbation s'est transformé en cendre. Je n'étais plus triste, j'étais concentré. Je suis rentré directement chez moi. Mon appartement ne payait pas de mine à loft reconverti. Dans le quartier industriel qui sentait vaguement l'ozone et la vieille brique. Mais c'était le quartier général d'Orly Analytique. C'était rempli de baies de serveurs, de tableaux blancs couverts d'équations différentielles et du ronronnement des ventilateurs de refroidissement. C'était ça, ma pièce sombre. C'était ça, mon Robbie. J'ai jeté mes clés sur la table et je me suis connecté à la console d'administration. Mon partenaire, Ben, était déjà en ligne. Ben était un génie, un gars capable de lire le binaire comme de la poésie. Mais il n'avait aucune compétence sociale, c'est pourquoi je gérais le côté commercial. Carter. La voix de Ben a grésillé sur la ligne sécurisée. On a un problème. Je vois des pings. Bizarre sur le pare-feu. Quelqu'un frappe à la porte dérobée. Persistant. Agressif. Je sais. Et je dis en jetant ma veste sur le canapé. C'est VCF. Ils essaient de rétroconcevoir l'algorithme avant la réunion de rachat la semaine prochaine. Comment tu sais ça, demanda Ben. Je viens de dîner avec le requin en chef. Et je marmonnais. Vérifie les journaux. D'où vient l'intrusion? Nous avons passé les 3 heures suivantes à tracer les paquets. C'était un travail maladroit. Celui qui faisait ça n'était pas un hacker professionnel, c'était quelqu'un ayant un accès. Utilisant un script de force brute probablement acheté sur le dark web. C'était bruyant, malpropre et désespéré. Puis le traçage s'est terminé. Ben est devenu silencieux. Carter, tu dois voir ça sur mon écran. L'adresse IP a clignoté en vert néon sur le fond noir. Ça ne venait pas des bureaux de VCF. Ça ne venait pas d'un serveur proxy en Russie ou en Chine. C'était une IP résidentielle. J'ai lancé une vérification de géolocalisation. Ça correspondait à une maison en banlieue. À seulement 15 km de là, 142 mètres Apple Drive. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Je connaissais cette adresse. J'y avais passé Thanksgiving. C'était la maison de mon oncle Mike. Et la seule personne dans cette maison qui savait allumer un ordinateur. Et encore moins exécuter un script, c'était mon cousin David. David. Le gars avec qui je jouais au basket dans l'allée. Le gars à qui j'avais prêté de l'argent quand il avait eu des problèmes avec le poker en ligne. Le seul membre de la famille que je pensais et j'espérais tenir un temps soit peu à moi. J'y suis allé à 2 heures du matin. La maison était sombre. Je n'ai pas frappé. J'ai appelé David sur son portable. Sors et je dis où j'entre. Il est sorti dans l'allée 2 minutes plus tard. Il avait une mine affreuse pâle, en sueur. Portant un pantalon de pyjama à carreaux, il a vu mon visage éclairé par le lampadaire et il a su. Il n'a même pas essayé de mentir. Pourquoi? Ai-je demandé. Un seul mot. Il pesait lourd dans l'air de la nuit. David s'est mis à pleurer. Vraiment pleurer. Il s'est effondré sur le capot de sa voiture. Alex m'a dit, il m'a dit que c'était juste une blague, Carter. Il a dit que vous jouiez à un jeu. Un test de sécurité. Il a dit que si j'installais le renifleur sur ton serveur, il paierait mes dettes de carte de crédit. Tes dettes? Je dois 15 briques. Carter a des gens peu recommandables. Alex a dit qu'il épongerait tout. Il a dit qu'il t'aidait à tester ton pare-feu. Mais Dave Jerry. Un son dur et sec qui a fait sursauter un oiseau endormi dans l'arbre au-dessus de nous. Ils essaient de voler le code source, David. S'ils obtiennent ce code, ils n'ont pas besoin d'acheter ma boîte. Ils peuvent la cloner et lancer leur propre version. Ils me ruineraient. Ils détruiraient ma vie. David est tombé à genoux sur le béton. Je ne savais pas, je le jure devant Dieu, Carter. Chloé m'a donné la clé USB. Elle a dit qu'il voulait juste jeter un coup d'œil. Je l'ai regardé d'eau. J'avais envie d'hurler. J'avais envie de le frapper. Mais en le regardant sangloter, j'ai réalisé qu'il n'était pas le méchant. Il était juste un pion de plus. Une autre victime du charme de l'enfant prodige. Alex ne s'était même pas sali les mains. Il avait utilisé la famille pour détruire la famille. Il avait utilisé le désespoir de David comme il avait utilisé la fierté de mes parents. Lève-toi et je dis, tu vas appeler la police? Demanda David, tremblant. Non, ai-je répondu. Mon esprit tournait à toute vitesse. Les pièces du puzzle se mettant en place comme un jeu de Tetris complexe. La colère se refroidissait pour devenir quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Pas encore, je dois être sûr. J'ai besoin de preuves qui lient cela directement à Chloé et Alex. Pas seulement à David. Si j'allais voir les flics maintenant,
Alex nierait tout et laisserait David porter le chapeau. David, donne-moi la clé USB qu'elle t'a donnée et l'ordinateur portable que tu as utilisé. Il est couru à l'intérieur et me les a apportés. Est-ce qu'Alex sait que tu as réussi? Ai-je demandé en prenant l'ordinateur. Non, je le lançais ce soir, mais ça n'arrêtait pas de bloquer. Bien. Et je dis-lui que c'est fait, dis-lui que la porte dérobée est ouverte, dis-lui qu'il peut télécharger les fichiers demain soir. Quoi? Mais tu as dit, fais-le, c'était un ordre. Je suis rentré chez moi alors que le soleil se levait. La ville s'éveillait. Inconsciente de la guerre qui venait d'être déclarée, j'ai appelé Ben. Ben, ne bloque pas l'intrusion. Tu es fou sur la Ben, ils vont nous anéantir. Ce code vaut des millions. Non, ai-je dit. Fixant le lever du soleil peignant la ville d'or et de sang. On ne va pas les laisser voler le code. On va leur donner autre chose. De quoi tu parles? On va construire un pot de miel, Ben. On va construire un piège si beau, si tentant, qu'ils ne pourront pas y résister, et quand ils seront à l'intérieur, nous fermerons la porte à clé. Un pot de miel. Dans le monde de la cybersécurité, ce n'est pas seulement un piège. C'est une arme psychologique. Vous créez un faux système qui ressemble exactement au vrai. Appétissant. Précieux et légèrement vulnérable. Vous laissez les attaquants ressentir l'ivresse de la victoire. Vous les laissez entrer par effraction. Et pendant qu'ils sont occupés à piller le coffre vide, se croyant géniaux, vous enregistrez chaque frappe de touche, chaque souffle, chaque visage. Pendant les 2 semaines suivantes, ma vie est devenue un tourbillon de caféine et de code. Ben et moi n'avons presque endormi. Nous avons construit une version miroir d'Auria. Pour un œil non averti et même pour un œil modérément entraîné. Cela ressemblait au Saint Graal. Il contenait ce qui ressemblait à notre code source de modélisation prédictive propriétaire. Mais caché à l'intérieur de ce code se trouvait une charge utile, notre propre cheval de Troie. Une fois qu'ils auraient téléchargé nos fichiers et essayé de les compiler sur leur machine locale, le script s'activerait silencieusement. Ils ne feraient pas planter leur ordinateur, ils allumeraient simplement leur webcam et leur micro, diffusant un flux en direct directement vers mon serveur crypté. Pendant que le code compilait, j'avais besoin de me vider la tête. Je devais savoir que je faisais cela pour les bonnes raisons. J'ai contacté le Dr Anna Sharma, mon ancienne professeure et le seul mentor qui m'ait jamais regardé en y voyant du potentiel. Pas une pièce de rechange. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café battu par la pluie près de l'université. Je lui ai tout raconté, l'insulte au dîner, la Porsche, la tentative de vol. Elle a écouté, ses mains serrées autour d'une tasse de thé, le visage indéchiffrable. C'est dangereux, Carter, dit-elle doucement. Tu joues avec les lois sur l'espionnage industriel. Si tu rates ton coup, c'est toi qui pourrais finir menotté. C'est de l'autodéfense, ai-je argumenté. Me penchant en avant, ils m'ont attaqué en premier. Ils essaient de me voler mon avenir. Je sais, dit-elle. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais pose-toi cette question. Quel est ton but ici? Est-ce la vengeance? Veux-tu simplement leur faire du mal parce qu'ils m'ont fait? Parce que si tu fais ça juste pour infliger de la douleur, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Tu es juste un joueur de plus dans leur jeu toxique. Je me suis rassis. J'ai pensé à la façon dont mon père regardait Alex avec fierté. J'ai pensé à la façon dont il me regardait avec déception. J'ai pensé à l'héritage qu'il faisait, miroiter au-dessus de nos têtes comme une carotte pour nous contrôler. Je ne veux pas leur faire de mal, ai-je dit, réalisant la vérité au moment même où je parlais. Je veux être libre d'eux. Je veux leur montrer que je n'ai besoin ni de leur approbation, ni de leur argent, ni de leur pitié. Je veux prouver que je ne suis plus le petit frère. Le docteur Sharma a souri. La justice est une bonne chose, Carter, mais la libération est meilleure. Ne te contente pas de les démasquer. Dépasse-les. Assure-toi que quand tu te marieras, tu ne regarderas jamais en arrière. Elle avait raison, je ne voulais pas seulement les embarrasser. Je voulais mettre fin à leur emprise sur moi pour toujours. 3 jours avant la fête de fiançailles, le piège s'est refermé. J'étais assis à mon bureau, mangeant une pizza froide, quand l'alerte sur mon moniteur a clignoté en rouge. Téléchargement initié. Adresse IP vérifiée, 142 mètres Apple Drive. Machine cible, MacBook Pro. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai mis mes écouteurs. Le flux vidéo est apparu. C'était granuleux au début, puis l'autofocus s'est ajusté, l'image était nette. C'était l'intérieur d'un condo de luxe. Plafond haut, art moderne. Meubles en cuir blanc. Le condo d'Alex. Chloé était assise au bureau, tapant furieusement. Alex se tenait derrière elle, lui massant les épaules, un verre de score à main. Je n'arrive pas à croire que cet idiot ait laissé le port 8000 ouvert, disait Chloé, le visage éclairé par l'écran. Mon Dieu, c'était un tel amateur. Je te l'avais dit, Alex. Il joue à l'homme d'affaires. Récupère juste le code, bébé, dit Alex, se penchant pour l'embrasser dans le cou. J'ai besoin que cet accord se concrétise. La compte pour la maison au bord du lac est du là.
Semaine prochaine et mon chèque de commission sur la dernière vente est retardé. Je l'ai dit clos en frappant une touche avec emphase. Téléchargement de la logique centrale en cours. Une fois que mon racin. J'annulerai les pourparlers d'acquisition avec Orlia. On construira Vector AI en utilisant son architecture. On peut lancer dans 3 mois. Et Carter demanda Alex. Il va s'en rendre compte. Chloé rit. C'était le même rire qu'au restaurant. Et alors, le temps qu'il prenne un avocat. Il sera fauché. Les litiges prennent des années. On va le vider jusqu'au dernier centime. En plus. Une fois que l'on aura écrasé sa boîte, on pourra lui offrir un hub, un truc de bas niveau. De la saisie de données. Tes parents le forceront à accepter. Ils diront que c'est pour le bien de la famille. Parfait. Alex a souri en levant son verre. Tu es machiavélique. Je suis une femme d'affaires. Corrigea-t-elle en surveillant la barre de progression. Et les affaires, c'est la guerre. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement du logiciel. Ma main était stable. Je vous tiens. Et je murmurai, mais je n'avais pas fini. Avoir les preuves était une chose. Les utiliser en était une autre. J'ai examiné la structure de VCF. Chloé était une partenaire de niveau intermédiaire. Elle avait de l'autorité, mais elle n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Son patron, celui qui signait réellement ses chèques de salaire, était STRLING Harrison. Le PDG de Westwood Group, la société mère. J'ai fait quelques recherches. Stellin Harrison était une légende dans le milieu. Un homme d'intégrité à l'ancienne. Il avait viré son propre fils un jour pour avoir gonflé une note de frais. Il détestait les voleurs et il détestait les menteurs. J'ai découvert qu'il était sur la liste des invités de la fête de fiançailles. C'était un ami du père de Chloé. Toutes les pièces étaient réunies. Le décor était planté. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'entrer dans la Force au Lion une dernière fois, le matin de la fête. J'ai reçu un dernier mail. C'était de Ben. Objet, c'est fait. En pièces jointes se trouvait un PDF, un contrat signé. Contresigné et notarié. Je l'ai fixé, pour la première fois depuis des années, j'ai souri, un vrai sourire. Je n'entrais pas dans cette fête comme une victime. J'y entrais comme l'exécuteur. De retour dans la salle de bal, l'air était si épais que l'on aurait pu s'étouffer. Cette histoire, ai-je répété, fixant Alex droit dans les yeux, par de voleur. J'ai appuyé sur le bouton suivant de la télécommande. L'énorme écran LED derrière moi a pris vie. Le son était limpide. Il a résonné à travers les haut-parleurs haut de gamme du Ricarlton. Couvrant le bruit ambiant de la climatisation. Récupère juste le code, bébé. J'ai besoin que cet accord se concrétise. La voix d'Alex. Reconnaissable entre mille, arrogante. La foule eut en quai de surprise. Ce n'était pas un murmure, c'était une onde de choc. Une inspiration collective qui a aspiré l'oxygène de la pièce. Alex est devenu livide. Son bronzage a semblé s'évaporer, le laissant d'une nuance de gris maladive. Il s'est jeté vers moi, abandonnant sa façade de frère aimant. Éteins ça, problème technique. Éteins ça, idiot. Mais il était trop lent. J'en étais déjà au marqueur temporel suivant, le temps qu'il prenne un avocat. Il sera fauché. On lui offrira un hub de saisie de données. Tes parents le forceront à accepter. J'ai vu la main de ma mère voler vers sa bouche. Ses yeux écarquillés par l'horreur non pas devant le vol, mais devant l'exposition publique. Mon père semblait sur le point de faire une attaque, le visage pourpre. La bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Chloé s'est levée. Renversant sa chaise, le fracas a résonné dans la pièce silencieuse. C'est un faux. Hurla-t-elle, la voix brisée. C'est un deepfake. Il utilise l'IA pour nous piéger, ne l'écoutez pas. J'ai mis la vidéo sur pause sur l'image du visage de Chloé tordu, dans un rictus cupide. C'était un contraste grotesque avec la femme raffinée debout dans la salle de bal. Ce n'est pas un deepfake, et je dis calmement dans le micro. Ma voix ne tremblait pas. Et ce n'est pas seulement une vidéo. C'est la preuve d'espionnage industriel. De complot en vue de commettre un vol et de fraude. J'ai regardé vers le premier rang. Monsieur Stellin Harrison se levait. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air déçu, ce qui était pire. Il a marché lentement vers la scène. Ses mouvements étaient précis. Empreint d'autorité, la foule s'était écartée devant lui comme devant Moïse. Personne n'osait respirer. Alex a essayé de l'intercepter. Il a posé une main sur le bras d'Harrison. Une erreur fatale. Monsieur Harrison, je vous en prie, bafouilla Alex. La sueur perlant sur son front. C'est mon frère, il est instable mentalement. Il a toujours été jaloux de moi. Il a fabriqué tout ça. Monsieur Harrison a fixé la main d'Alex sur son bras jusqu'à ce qu'Alex la retire comme s'il s'était brûlé. Il l'a ignoré et s'était avancé jusqu'au bord de la scène, levant les yeux vers moi. « Est-ce que c'est vérifié ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, mais dans le silence de la salle, elle a porté jusqu'au dernier rang. Les métadonnées. Les marqueurs temporels et journaux IP originaux de l'intrusion sont tous dans ce dossier. Et je dis, sortant une clé USB noire de ma poche.
ainsi que la confession du complice qu'ils l'ont fait chanter. Monsieur Harrison a pris la clé. Il l'a tenue un moment, la pesant. Puis il s'est tourné vers Claude. Claude tremblait. Elle regardait Harrison. Puis ses parents, puis Harrison à nouveau. « Steline, écoutez-moi, supplia-t-elle. » Sa voix tombant dans un murmure. On faisait juste notre dit de diligence. On devait vérifier l'actif de la diligence. La voix d'Harrison fut comme un coup de fouet. Vous essayez de voler la propriété intellectuelle d'une entreprise cible. Vous essayez de frauder lors de l'acquisition. Vous avez manqué à votre devoir fiduciaire et vous avez enfreint la loi. C'est juste une petite boîte de tableur, hurla Alex. Perdant totalement son sang-froid, le masque de l'enfant prodige avait glissé, révélant le gamin gâté en dessous. On s'en fiche, c'est juste Carter. Moi, je m'en fiche pas, dit Harrison. Puis il s'est tourné vers l'auditoire. Il a ajusté ses boutons de manchette. Parce que ce matin à 8 heures, Westwood Group a finalisé l'acquisition d'Orlia Analytic. Le silence dans la salle devint sépulcral. On aurait pu entendre une épingle tomber. Je me suis avancé. C'était le moment dont j'avais rêvé. C'est exact, et je dis, je n'ai pas vendu à VCF. Je suis passé par-dessus la tête de Claude. J'ai contacté la société mère. Directement. Je leur ai montré la technologie et je leur ai montré la tentative de vol. Ils ont racheté l'entreprise. J'ai fait un pas vers Claude, la regardant de haut depuis la scène. Et dans le cadre de l'accord, ajoutai-je, savourant chaque syllabe. J'ai conservé une participation majoritaire dans la nouvelle division d'IA. J'ai exigé une autonomie totale. J'ai marqué une pause, à partir de demain matin. Je suis le vice-président exécutif du développement de l'IA chez Westwood, ce qui veut dire que je suis le patron du patron de Claude. Les genoux de Claude ont littéralement lâché. Elle s'était agrippée au bord d'une table pour ne pas tomber. Son visage était un masque de pure terreur. Elle savait ce qui l'attendait. Cela signifie que Carter est désormais le plus gros actionnaire individuel de la division. Termina Harrison, sa voix froide comme la glace, et il a toute discrétion sur le personnel. Harrison s'est tourné vers Claude. Vous êtes licencié, avec effet immédiat, et vous recevrez des nouvelles de notre avocat concernant la rupture de contrat et la tentative de vol de données propriétaires. Ne vous présentez pas au bureau. Votre bas de sécurité a déjà été désactivé. Et vous, Harrison a regardé Alex avec un dégoût lourd. Je ne fais pas l'affaire avec des voleurs. Le portefeuille immobilier que vous gérez pour Westwood, nous le retirons, en totalité, demain. Alex avait l'air d'avoir reçu une balle. Non, non, vous ne pouvez pas. C'est 60% de mon chiffre d'affaires. C'est toute ma carrière. J'ai les traites de la Porsche, le contrat de la Maison du Lac. Vends la Porsche et je dis, c'était la première fois que je lui parlais directement. D'égal à égal, tu vas avoir besoin d'argent pour te payer un avocat pénaliste. La fête ne s'est pas juste terminée. Elle s'est désintégrée. Cela ressemblait moins à une célébration qu'à un enterrement. Le silence n'était brisé que par le bruit des chaises raclant le sol alors que les invités se précipitaient vers la sortie. Personne ne voulait être associé au navire en perdition qu'étaient Alex et Claude. Les amis qui riaient de moins, 10 minutes plus tôt se ruaient vers les sorties, consultant leur téléphone, évitant de croiser le regard de mes parents comme si l'échec était contagieux. Je suis descendu de scène. Je me sentais léger, physiquement léger. C'était comme si un manteau lourd que je portais depuis 30 ans, un manteau fait d'attente, d'insultes et de silence venait de tomber au sol. Monsieur Harrison m'a serré la main fermement. L'intégrité. Carter, c'est le seul actif auquel on ne peut pas donner de prix. On se voit au bureau lundi. On a du pain sur la planche. Merci, Steline, ai-je dit. Je ne vous décevrai pas. Je me suis dirigé vers la porte. Je ne voulais pas jubiler. Je ne voulais pas entendre leur excuse. J'avais fait ce que j'étais venu faire. J'avais dit ma vérité. Carter, arrête. C'était mon père. Lui et ma mère m'ont coincé près du vestiaire. Ma mère sanglotait. Son mascara coulant sur son visage entraîné noir, ruinant son maquillage coûteux. Mon père tremblait, le visage déformé par la rage et la panique. Je me suis arrêté. Je me suis tourné vers eux. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais, peut-être à juste un moment de réalisation. J'avais tort. Regarde ce que tu as fait, hurla mon père. La voix brisée. Il a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu as tout gâché. Tu as humilié ton frère devant toute la ville. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Il s'est humilié tout seul, ai-je dit calmement, reculant pour être hors de sa portée. J'ai juste allumé la lumière. On allait être une famille. J'ai mis ma mère en m'attrapant le bras. Sa prise était serrée. Désespéré. Alex allait acheter la Maison du Lac. On allait tous être heureux. Pourquoi tu n'as pas pu le laisser faire? Pourquoi es-tu si égoïste? J'ai regardé sa main sur mon bras. La même main qui m'avait écarté quand j'avais demandé de l'aide. La même main qui avait signé le chèque pour la Porsche d'Alex, tout en me disant qu'il n'y avait
Plus d'argent, égoïste, demandai-je, la voix basse. J'ai bâti une entreprise de plusieurs millions en partant de rien pendant que vous lui achetiez des voitures et que vous vous moquiez de moi, et vous trouvez que c'est moi qui suis égoïste parce que je ne l'ai pas laissé me la voler? C'est ton frère, cria-t-elle. La famille s'entraide. Tu as tellement maintenant. Tu peux arranger ça. Par là, monsieur a raison. Dis-lui que c'était un malentendu. S'il te plaît, Carter. Pour nous, pour vous. J'ai ri. C'était un son triste. Tu as tout misé sur le mauvais cheval. Maman, tu as placé tout ton capital émotionnel et financier sur Alex parce qu'il en avait l'air. Tu m'as ignoré parce que ce n'était pas mon cas. Mon père s'était interposé, sa voix tombant dans un grognement menaçant. Écoute-moi bien. Si tu franchis cette porte sans arranger ça, tu es mort pour nous. Pas d'héritage, pas de soutien. Rien. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu la peur derrière la colère. Ils réalisaient que leur enfant prodige était ruiné et que la pièce de rechange était la seule à avoir des ressources. Ils n'étaient pas en colère parce que je partais. Ils étaient en colère parce que leur plan de retraite venait de passer la porte. L'héritage? J'ai secoué la tête. Papa, je sais que tu as hypothéqué la maison pour aider Alex dans ses investissements. Je sais qu'il nous reste plus d'argent. Pourquoi crois-tu qu'il était si désespéré de voler mon code? Il avait besoin d'un sauvetage. Mon père s'est figé. Les couleurs ont quitté son visage. Il ne savait pas que je savais. Nous n'avons jamais été une famille et je dis, ma voix calme et froide. Nous étions une troupe d'acteurs dans une pièce que tu as écrite. Et j'en avais assez de mon rôle. Je les ai bousculés, je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le voiturier a apporté ma voiture. Une vieille Honda Civic avec une bosse sur le pare-choc. Elle trônait là, au milieu des Mercedes et des BMW, semblant déplacée, mais elle était à moi. Et je ne devais pas un centime dessus. En montant, j'ai vu Alex assis sur le trottoir, sa veste de smoking était enlevée. Jeté sur le pavé sale. Il avait la tête dans les mains. Claude se tenait à quelques mètres de là, hurlant dans son téléphone. Probablement en train d'appeler un avocat pour divorcer ou essayant de sauver sa carrière. Alex a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang. Pendant une seconde, juste une seconde. Il ressemblait au petit frère avec qui je jouais à la balle avant que l'argent et les attentes ne le ruinent. Carter, murmura-t-il, aide-moi. J'ai marqué une pause. Ma main a hésité au-dessus du bouton de la vitre. Je pouvais l'aider. Je pouvais signer un chèque. Je pouvais passer un coup de fil. Mais alors je me suis rappelé les rires. Je me suis rappelé le petit Robbie, je me suis rappelé la Porsche. J'ai réalisé que l'aider ne le sauverait pas, cela ne ferait que lui permettre de me blesser à nouveau. Je n'ai pas baissé la vitre, j'ai passé la vitesse et je suis parti, en m'engageant sur l'autoroute. Laissant le ricareton dans mon rétroviseur, je ne me sentais pas joyeux. Mais je ressentais quelque chose de mieux, je me sentais propre. 6 mois. Cela fait exactement 180 jours que je suis sorti du ricareton en laissant ma famille sur le trottoir. Les gens me demandent si je le regrette. Ils me demandent si je me suis senti coupable de voir mon frère s'effondrer ou mes parents paniquer. Et pendant longtemps, je me suis posé la même question. Mais alors que je suis assis ici aujourd'hui, regardant à travers les baies vitrées de mon bureau d'angle chez Westwood Group, observant le lever du soleil peindre l'horizon de la ville de nuances violettes et dorées, la réponse est enfin claire. Ma vie a changé de manière que je n'aurais pu programmer dans aucune simulation. La pièce sombre dont mon père se moquait a disparu. Mon nouveau bureau n'est que verre et lumière. J'ai une équipe de 30 plus seniors travaillant sous mes ordres, des esprits brillants et affamés qui me regardent avec respect, pas avec pitié. Stalin Harrison a tenu parole. Il ne m'a pas seulement donné un titre, il m'a donné une voix. Pour la première fois en 32 ans, quand je parle, les gens écoutent, ils prennent des notes. Mon salaire a triplé et mes options d'achat d'actions dans la nouvelle division ont fait de moi quelqu'un de riche sur le papier, d'une manière qu'Alex n'a fait que simuler. Mais le silence a été la partie la plus difficile, pendant les 3 premiers mois. Mon téléphone est resté muet. Pas d'SMS furieux d'Alex. Pas de messages vocaux culpabilisants de ma mère. C'était comme si j'avais cessé d'exister dès l'instant où j'avais cessé de leur être utile. C'est Madame Gable, notre ancienne voisine, qui m'a appris la nouvelle la première. Madame Gable est l'une de ces femmes qui savent tout avant que cela n'arrive. Elle m'a intercepté un matin alors que je rendais visite à mon ancien appartement pour récupérer quelques serveurs. Carter m'a-t-elle appelé en se penchant au-dessus de sa clôture avec une lueur dans les yeux. J'ai vu l'article dans Forbes, l'architecte caché. Ils ont parlé de toi. Je l'ai découpé et mis sur mon frigo. Merci, Madame Gable, et je souris. Je suis surpris que vous m'ayez reconnu sur la photo. J'ai toujours su, dit-elle, son expression devenant sérieuse. Je l'ai dit à ta mère il y a des années. Ce garçon-là, c'est lui qui est spécial. Elle ne voulait pas l'entendre. Bien sûr, elle était trop occupée à polir les trophées d'Alex. Elle s'était
regardant autour d'elle comme si elle cherchait des espions. Tu es au courant pour la maison. N'est-ce pas? Quelle maison? La maison de tes parents. La banque a mis le panneau de saisie hier et j'ai vu une dépanneuse. Emmener la Lincoln la semaine dernière. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Je savais que les choses allaient mal. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et Alex, demandai-je. Madame Gable a ricané. Cette fille, Chloé, elle ne s'est pas contentée de le quitter. Elle l'a poursuivi en justice. Une histoire de fraude et de fausses déclarations d'actifs. J'ai entendu dire qu'elle essaie de réclamer qu'il lui doit de l'argent pour le temps qu'elle a perdu. C'est un désastre, Carter. Un vrai désastre. Je suis retourné à mon bureau. Hébété, c'était une chose de vouloir qu'il retienne la leçon. C'en était une autre de les voir se noyer. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Maman ». Je l'ai fixé pendant un long moment. L'ancien Carter aurait décroché dès la première sonnerie. Désespéré de garder un lien, le nouveau Carter a laissé sonner 3 fois. Puis j'ai répondu « Bonjour, mère, Carter ». Sa voix était méconnaissable. Elle était petite, fragile. Comme des feuilles sèches craquant sur le pavé. « Carter, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis là et je dis « De quoi as-tu besoin ?» Elle n'a pas commencé par des banalités. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit à la plaie béante. On perd la maison, la banque nous a donné 30 jours. Ton père, il ne va pas bien. Son cœur. Le stress est en train de le tuer. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder la ville. J'ai entendu. Alex est parti, sanglota-t-elle. Il loge dans un motel au bord de l'autoroute. Chloé a pris tout ce qu'elle pouvait. Les procès s'accumulent. Il n'a pas de travail. Carter. Personne ne veut l'embaucher après que M. Harrison l'a mis sur liste noire. Je suis resté silencieux. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. On a besoin d'aide, finit-elle par murmurer. On a besoin de 40 $ pour arrêter la saisie. Et Alex, il a besoin d'un avocat. Un bon. Si tu pouvais juste nous aider cette fois-ci. On te remboursera quand le marché reprendra. Quand le marché reprendra. Même maintenant, au fond du trou. Il pariait encore sur l'espoir, refusant toujours de regarder la réalité en face. Vous avez dépensé l'argent, et je dis calmement. Vous avez dépensé le fonds d'études. Vous avez dépensé vos économies de retraite. Vous avez hypothéqué la maison, et vous avez tout donné à Alex. On croyait en lui, cria-t-elle. On pensait que c'était une valeur sûre. Non. La corrigez-je. Vous pensiez que c'était ce qui brillait. Vous avez investi dans l'emballage et jeté le produit. Et maintenant, vous voulez que le produit rachète l'emballage. C'est ton frère, hurla-t-elle, la vieille manipulation refaisant surface une dernière fois. Nous sommes ta famille, comment peux-tu rester là, dans ta tour d'ivoire? Et nous regarder brûler? Tu n'as pas de cœur? Si, j'ai un cœur et je dis. Ma voix ferme. C'est pour ça que je ne vais pas te donner cet argent. Quoi, si je vous donne l'argent? Papa le donnera simplement à Alex, et Alex le dépensera pour un nouveau costume ou un acompte pour une voiture qu'il ne peut pas se payer, pour essayer d'avoir l'air de réussir à nouveau. Et dans 3 mois, vous m'appellerez pour un autre chèque. Alors, tu vas juste nous laisser devenir sans abri? Non. Et je dis, je vais vous donner quelque chose de mieux que l'argent. Je vais vous donner la réalité. J'ai pris un stylo et j'ai écrit un numéro sur un post-it. Même si tu ne peux pas me voir, je vais t'envoyer par SMS le numéro d'un avocat spécialisé de l'été dans les faillites. C'est le meilleur de l'État. J'ai déjà payé ses honoraires. Il vous aidera, toi et papa, à vous placer sous la protection de la loi sur les faillites. Il vous aidera à sauver votre pension s'il en reste, mais il ne sauvera pas la maison. La maison est perdue. Maman, vous devez réduire votre train de vie. Vous devez louer un petit appartement. Et Alex, demanda-t-elle, la voix tremblante. Alex est un grand garçon et je dis fermement. Il a 34 ans. Qu'il trouve un commis d'office, qu'il trouve un job dans un café, qu'il apprenne que cela signifie de gagner $1 sans que votre nom y soit attaché. C'est la seule façon pour lui de grandir enfin. Tu es cruel, murmura-t-elle. Je ne suis pas cruel. Et je dis, je suis juste le seul dans cette famille qui vous dit enfin la vérité. J'ai raccroché. Ma main tremblait. J'ai ressenti une vague de nausée. Cela va à l'encontre de tout instinct que de dire non à ses parents quand ils vous supplient. Mais je savais au fond de moi qu'écrire un chèque aurait été comme donner du whisky à un alcoolique. Je ne les abandonnais pas. Je les forçais à faire face aux conséquences de leurs actes. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai regardé le post-it avec le numéro de l'avocat. Bonne chance, et je murmurai à la pièce vide. 3 autres mois ont passé. Je vous écris ceci depuis un petit café à Florence, en Italie. L'air ici sont l'expresso et la vieille pierre. La lumière frappe le feu Varbo d'une manière qui donne à tout l'aspect d'une peinture de la Renaissance. J'ai fini par faire ce voyage. Le billet allait simple que j'avais acheté le soir de la fête de fiançailles, je l'ai utilisé. J'ai
Pris un congé sabbatique de Westwood. Stelling Harrison m'avait dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Le burn-out est réel. Avait-il dit, va te retrouver, Carter, alors. Me voilà. Je ne code pas. Je ne vérifie pas les marchés boursiers. Je prends un cours de dessin. Je mange des pâtes. J'apprends à respirer. Hier, j'ai reçu un mail de Ben. Objet, marquis à jour. Ben est un homme de peu de mots, mais il garde un œil sur tout. Tes parents ont vendu la maison. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres en banlieue. C'est petit, mais ils sont en sécurité. La faillite a été prononcée. Et pour ce qui est d'Alex, j'ai vu ton frère. Il travaille dans une concession Honda. Pas à la vente. Au comptoir service, il enregistre les gens pour les vidanges. Il a l'air fatigué, mais il travaille. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé le fleuve. Il travaille, pour la première fois. De sa vie, Alex gagne un salaire qui reflète son travail réel, pas son potentiel. Ce n'est pas prestigieux. Il n'y a pas de Porsche, mais Sternet, peut-être, juste peut-être, que tout perdre était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et moi, j'ai réalisé que pendant 30 ans, je menais une guerre pour un territoire qui n'en valait même pas la conquête. Je voulais leur approbation, je voulais être l'enfant prodige. Mais l'enfant prodige est une malédiction. C'est un piédestal si haut que la seule façon d'en descendre est de tomber. J'ai eu de la chance. J'étais le mouton noir, j'étais au sol. J'ai appris à construire, j'ai appris à survivre. J'ai pris une gorgée de mon cappuccino et j'ai regardé un groupe de touristes rire près du pont. Vecchio. J'ai senti une vibration dans ma poche. C'était un SMS de Madame Gab, juste une photo. C'était une photo du nouveau petit balcon de mes parents. Il y avait quelques plantes en pot et, assis sur une chaise en plastique, se trouvait mon père. Il avait l'air plus vieux, plus frêle. Mais il lisait un livre, il n'était pas en train de prendre la pause. Il n'était pas en train de vendre, il existait, tout simplement. J'ai souri. J'avais enfin quitté l'échiquier. Je n'étais plus un pion. Je n'étais pas un roi non plus. J'étais juste Carter. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. J'ai sorti mon carnet de croquis. J'ai commencé à dessiner le pont. Les lignes étaient imparfaites. L'ombrage était un peu brouillon. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était le mien. J'étais libre. Je écris dans la marge de la page parce que j'avais enfin arrêté de jouer à leur jeu. J'avais quitté le plateau et découvert qu'un monde entier m'attendait avant de vous quitter. Je veux prendre un moment pour m'adresser directement à vous. Nous avons traversé beaucoup de choses dans cette histoire, trahison, vol, chagrin et justice. Mais si vous devez retenir une seule chose de mon expérience, que ce soit celle-ci, votre valeur n'est pas déterminée par votre rôle au sein de votre famille. Beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ont vécu un peu plus longtemps, se retrouvent piégés dans ces dynamiques. Peut-être êtes-vous le responsable qui nettoie toujours les dégâts. Peut-être êtes-vous le bouc émissaire qui est blâmé pour tout, ou peut-être êtes-vous celui qui est invisible, travaillant tranquillement pendant que d'autres récoltent les lauriers. Nous restons dans ces rôles parce que nous pensons que si nous travaillons plus dur, si nous donnons plus d'argent, si nous pardonnons une fois de plus, ils finiront par nous voir. Ils finiront par nous aimer comme nous le méritons. Mais voici la dure vérité, on ne peut pas acheter le respect. On ne peut pas gagner l'amour d'eux. Personnes qui sont déterminées à vous mal comprendre, fixer des limites n'est pas un acte de c'est un acte de préservation de soi. Quand j'ai refusé de donner cet argent à mes parents, j'ai eu l'impression de les tuer. Mais en réalité, je les sauvais de leur propre délusion et je me sauvais moi-même de la noyade avec eux. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Si vous vous laissez marcher dessus comme un paillasson, ils s'essuieront les pieds sur vous. Mais si vous vous levez, si vous dites non, si vous leur montrez que votre dignité n'est pas à vendre, vous changez la donne. J'espère que mon histoire vous donnera le courage de regarder vos propres relations. Ou sacrifiez-vous votre paix pour plaire à quelqu'un d'autre? Ou attendez-vous des excuses qui ne viendront jamais? Il n'est jamais trop tard pour quitter la scène. Il n'est jamais trop tard pour écrire votre propre script. Maintenant, je veux vous entendre. Cette communauté est faite de soutien et de sagesse partagée. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû fixer une limite difficile avec un membre de votre famille, ou si vous croyez simplement que la valeur personnelle vient de l'intérieur, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vous pouvez partager votre propre expérience. Je les lis toutes. Ou si vous êtes d'accord pour dire que parfois non est le mot le plus aimant que l'on puisse dire, commentez simplement le mot bon. Faites-moi savoir que vous êtes avec moi et que nous construisons une communauté de gens qui connaissent leurs propres valeurs. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir fait partie de mon voyage, et rappelez-vous, la meilleure vengeance est une vie bien remplie. On se voit au prochain récit.